Bonsoir à tous, bienvenue au débat. Il y a quelques jours, mesdames et messieurs, les résultats du baccalauréat 2025 sont tombés et avec eux, un chiffre qui fait grand bruit et suscite de nombreuses réactions, soit 13,02% de réussite au plan national. Ce taux, unanimement salué comme un record historique, semble marquer un jalon significatif dans la trajectoire de notre système éducatif. Il témoigne, selon certains acteurs, des efforts déployés par l'État, les enseignants, les parents d'élèves et bien sûr les apprenants eux-mêmes. Ce chiffre invite également à une réflexion plus profonde. Est-ce que ce succès statistique est le reflet d'une véritable transformation qualitative de notre système éducatif? Quels ont été les leviers? Quelles sont les implications de cette réussite pour l'enseignement supérieur, le marché de l'emploi également? C'est précisément le cœur du débat ce soir et nous avons le privilège de faire ces échanges avec vous, Gracien Makoko. Vous êtes juriste et écrivain. Bonsoir. Bonsoir, Madame Toboula. Merci de nous rejoindre. Lukman Tidjani, vous êtes acteur politique. Bonsoir. Bonsoir à vous, bonsoir aux amis téléspectateurs. Et enfin, Jules Léandre Kiti, vous êtes chroniqueur politique. Bonsoir. Bonsoir Angèle et bonsoir à tous les amis téléspectateurs et aux internautes aussi. Voilà, 13,02%, c'est le taux de réussite du bac 2025, taux ou un chiffre record salué. Lukman Tidjani, vous en tant qu'acteur politique, comment interprétez-vous ce chiffre? Je voudrais d'abord, d'entrée de jeu, féliciter l'ensemble des candidats heureux qui ont pu passer avec brio cet examen, réconforter ceux qui n'ont pas pu franchir le cap, féliciter aussi tous les acteurs du système éducatif, que ce soit les professeurs à divers niveaux, les responsables d'école, les inspecteurs pédagogiques qui sont tous autant qu'ils sont des acteurs de ce record-là. Vous l'avez dit, c'est un record historique. Et cela témoigne d'une manière ou d'une autre de ce que la vision que nous avons portée depuis 2016 à faire du système éducatif un levier incontournable de construction du citoyen, un levier incontournable dans la marche vers le développement, que ce pari est en train d'être gagné. Et on n'envoie pas les enfants à l'examen pour qu'ils échouent. Il n'y a pas de dirigeant politique à quelque niveau que ce soit qui devrait s'inquiéter ou qui devrait avoir un chagrin d'avoir ce taux de réussite, parce que lorsque vous avez un système éducatif, lorsque pendant 9 mois, vous avez des acteurs qui sont engagés à divers niveaux, depuis le plus bas niveau, depuis les écoles, jusqu'au niveau au plus haut niveau, au niveau de l'administration des ministères, on est heureux de voir que les fruits ont porté la promesse des fleurs. Les acteurs n'étaient-ils pas autant engagés avant, Lukman Tidjani? Non, il y a un certain nombre de leviers sur lesquels on va sûrement revenir, qui ont forcément été des éléments catalyseurs de ce taux de réussite. Souvenez-vous que depuis 5 ans déjà, nous stagnons déjà au-dessus de la barre de 50%. C'est vrai qu'en 2020, avec la Covid, on est allé vers une 48-47%, mais on a même eu un pic en 2021, on était autour de 64%. L'année passée, on était à 63%. Vous verrez peut-être dans le développement, dans la discussion, des leviers sur lesquels j'estime que depuis 2016, au niveau de la gouvernance du président Patrice Talon, avec tous les acteurs, nous avons pu ensemble actionner pour pouvoir avoir ces résultats-là. Allez, Gracien Makoko, vous, est-ce que ce chiffre vous a surpris? Qu'on passe de 56,93% l'année dernière, en tout cas, qu'on en vienne à un peu plus de 73% cette année, est-ce que ça vous surprend? Je peux dire que la surprise est là. La preuve, dans vos propos introductifs, vous aviez mentionné qu'il s'agit d'un taux record, un taux historique. C'est déjà l'élément explicatif de la surprise, parce que on a été accoutumé à des taux de au baccalauréat qui oscillent entre 20, généralement, je parle des périodes modernes du Bénin, des périodes récentes, des taux qui oscillent entre 30 et 60%. Aujourd'hui, nous sommes à 73,02. Je pense forcément que cela devrait quand même interpeller positivement, et il va falloir que nous
arrivions à identifier les facteurs qui ont favorisé quand même ce taux-là et les pérenniser, et après identifier les éléments qui ont fait en sorte que l'on n'a pas pu aller au-delà de cela et puis les corriger dans le but d'améliorer davantage ce taux-là les années à venir. Julien Kitty, faut-il célébrer ou s'interroger? Non, il faut d'abord célébrer ça, ne serait-ce que par respect pour les efforts que les enfants qui sont allés au bac ont fait. Chacun d'eux, dans son retranchement, ne comprendra pas que presque tout le Bénin ne soit pas content pour lui. Vous savez, quand j'ai vu, vous voyez les images de nos frères ivoiriens, c'est devenu presque une tradition pour eux. Vous voyez, quand les enfants réussissent au bac là-bas, ils se mettent la poudre blanche sur la tête, sautent par terre et tout. Il ne faut pas tuer ça. Quelles que soient les questions qu'on va se poser après, est-ce que c'est une fin en soi, est-ce que quand on va à l'université, c'est déjà la fin du monde, ou bien c'est déjà l'ouverture pour l'emploi? Non. Mais il y a des efforts qui sont faits. C'est le premier diplôme universitaire, c'est la fin, c'est ce qui sanctionne la fin des études secondaires. C'est quand même qu'il faut célébrer ça. Les parents qui ont mis du temps, qui ont mis de l'argent et qui ont vécu une charge psychologique et émotionnelle extraordinaire. Pour dire, moi j'ai rencontré un parent aujourd'hui, on ne s'était pas vu depuis que son enfant est reçu au bac. Mais je l'ai vu courir comme un petit garçon pour aller vers moi, pour dire « Ah, mon ami, tu sais, vraiment, serre-moi la main. » Après, je lui dis « C'est quoi ?» Il dit « Ah, mais écoute, ton enfant, il est reçu au bac. » Donc, ça, pour ces personnes-là, il faut célébrer. Pour les autres acteurs du système éducatif, du monde scolaire, les enseignants qui ont fait des efforts, leur gros salaire, c'est cela également. Et puis les gouvernants qui ont fait des réformes très courageuses, parfois au risque de devenir impopulaires. Ce n'est pas donné à n'importe quel gouvernant d'accepter travailler à ce qu'il y ait pratiquement plus de grève dans le système, dans le milieu scolaire. Ce n'est pas donné à n'importe quel gouvernant d'accepter, regarder les enseignants en face pour leur dire, eh bien, il faut qu'on interroge vos compétences, il faut qu'on aille même des évaluations qui intègrent même l'avis de l'apprenant. Parce que c'est d'abord un espace en puissance de communication. Et en communication, c'est connu, c'est basique. Si l'élément, le message que vous élaborez ne tient pas compte des caractéristiques de votre cible, et que quand vous envoyez le message, moi j'ai souvent adoré un chapitre en matière d'enseignement de la communication, c'est s'exprimer, communiquer, convaincre. Vous êtes un enseignant, vous vous exprimez, vous communiquez des messages, et puis les enfants n'ont pas reçu, ça ne sert à rien. Donc il faut célébrer pour toutes ces raisons-là, et il faut célébrer aussi parce que c'est positif. 100% des enfants qui vont à l'examen, là, chacun part pour réussir. Après, on est habitué à ce qu'il y ait quelques échecs tout simplement parce que dans un groupe, c'est naturel. Tout le monde ne peut pas, en ces 3 ou 4 jours de composition, avoir l'esprit complètement ouvert, avoir les mêmes niveaux. D'ailleurs, même en classe, le même niveau. Alors, donc, de ce point de vue, c'est si on a 100% qui aurait quelques interrogations à se faire. Encore que même les 100% ne seraient pas une infraction au regard de la loi. Parce que on part avec ce que moi j'ai coutume d'appeler le risque positif d'avoir 100%, mais aussi le risque d'avoir moins. Moi, je serais surpris, désagréablement, je me serais interrogé beaucoup sur beaucoup de facteurs. Si on avait un résultat de 20%, parce que je demanderais ce qui se passe. Maintenant, comme les autres l'ont dit, il ne faut pas s'empresser non plus. En tout cas, c'est mon point de vue. Il y a d'autres facteurs à interroger, mais il ne faut pas s'empresser de dire le fait d'avoir 73,2% signifie que le niveau des élèves qui franchissent cette barre-là est forcément ce que nous souhaitons, nous aurions souhaité avoir pour les cadres compétents qu'on veut avoir après les études universitaires. Donc, mais au regard de ce qu'on leur a enseigné et sur la base duquel on les a évalués, ça veut dire qu'ils se sont bien comportés, ils ont donné les réponses qu'il faut, et c'est normal qu'on leur donne ça. Parce que si on calcule que c'est à 73%, si tout le monde doit parler comme les correcteurs doivent réfléchir comme la frange de la population qui dit « Ah, mais le taux est trop élevé, ça veut dire que le bac là n'est pas difficile », ça veut dire qu'ils vont décréter
qu'il faut, non, 73% là, il ne faut pas maintenir ça, il faut revenir à 50%, ce serait un gros péché. Commencez à nous interroger. Je vais commencer par vous, Lukman Tidjani. Comment expliquez-vous ça, ce chiffre? Ce chiffre s'explique simplement par le sérieux de tous les acteurs du système éducatif. 3 éléments pour moi sont très importants. Le premier élément, c'est déjà la stabilité du calendrier scolaire. Je pense que M. Kittil a parlé tout à l'heure, c'était une réforme audacieuse en 2018 d'aller vers la loi qui encadre le droit de grève, surtout dans le secteur de l'éducation. Ça veut dire que nos enfants ont eu 9 mois pleins de pédagogique où ils ont pu étudier, ils ont pu avoir accès à la connaissance, ils ont étudié. Ça, c'est un levier très important. L'année scolaire n'a pas été perturbée. On vous dira qu'il y a eu des années qui n'ont pas été perturbées, ça, c'est le premier levier. Le deuxième levier, c'est la rigueur du système éducatif. Ce que nous entendons par rigueur, c'est le fait que quand vous prenez ceux qui ont été au bac aujourd'hui, de la 6e jusqu'en terminale, ils n'ont pas eu une année scolaire perturbée. Ils n'ont pas eu une année scolaire perturbée. Et après cela, il y a la question de l'évaluation qui est arrivée, l'évaluation qui met aujourd'hui l'enseignant face à ses responsabilités, qui met l'enseignant dans un contexte où ce qu'il enseigne à l'enfant à évaluer en termes de qualité et en termes de capacité pour l'enfant lui-même être en mesure de redonner en retour. L'autre aspect que nous n'avons pas vu que nous n'avons pas forcément vu dans notre système éducatif, quand vous avez des enfants à un moment donné qui ont commencé déjà dès la classe de 4e, 3e, à développer des aptitudes dans certaines disciplines, dans certaines matières, il y avait un système d'accompagnement scolaire qui oriente davantage ces enfants, qui fait de l'orientation pédagogique de ces enfants. Ce qui fait que, par exemple, vous n'avez pas un enfant qui a 4 en maths et qui veut forcément aller faire la C qui va échouer. Déjà, les enseignants, les inspecteurs pédagogiques dans le système éducatif, on a mis en place tout cet arsenal pour orienter ces enfants-là déjà dès le second cycle vers des filières, vers des filières qui étaient vraiment adaptées aux résultats qu'ils ont donnés dans les années antérieures. Et le dernier élément, c'est anodin aussi. Moi, j'ai vu cette année-ci, même déjà de l'année passée, peut-être qu'on est dans un contexte socio-politique qui s'y prête. Vous allez voir que dans presque toutes les communes, des acteurs politiques et même des conseils municipaux se sont engagés à accompagner pédagogiquement les candidats aux examens. Il y a eu des systèmes de renforcement renforcement à niveau, des travaux dirigés qui ont été subventionnés, parfois même rendus gratuits, en direction des enfants qui allaient aux examens. Je pense que c'est un certain nombre d'éléments qui ont contribué vraiment à ce fort taux. Et comme je le dis, il faut s'en réjouir. Il faut vraiment savoir et voir comment est-ce que sur la base de ces résultats, nous pouvons construire pour l'avenir. Je suis surpris que l'on s'en inquiète. Lorsque on vous parle des résultats du bac dans certains pays et qu'on nous dit qu'au bac en France, le résultat du bac en France est clair de 90%, personne ne s'interroge sur la qualité de celui qui a eu le bac. Pourquoi aujourd'hui? Parce qu'on est dans un pays en Afrique au sud du Sahara, qui est au Bénin, et qu'il y a 20 ans, 30 ans, on avait 22%, et qu'aujourd'hui on a 72%, on commence pas à s'interroger pour savoir est-ce que c'est un bac de qualité, est-ce que c'est un bac qui va forcément être privé. La qualité d'un examen, la qualité d'un diplôme dépend d'une manière ou d'une autre d'un certain nombre d'écosystèmes qui tournent autour du système éducatif. Et je pense qu'au Bénin, quel que soit le taux que nous donnerons au bac au Bénin, nous avons un système éducatif des plus réluisants, un système éducatif des plus productifs en termes de qualité, en termes de capacité, de résilience que nous donnons à nos élèves, aux candidats à divers niveaux. Il faut vraiment qu'on s'en réjouisse et qu'on continue de construire sur cela. C'est vrai qu'on s'interroge de la qualité Non, je suis surpris que vous interrogez de la qualité. Si on avait 23%, vous ne vous interrogez pas sur la qualité des 23 qui sont admis, des 23% qui l'auraient eu. Est-ce que c'est parce que 75%... Justement, on a eu une certaine cote de popularité concernant ce bac qui est mythique sous les tropiques. Peut-être je vais poser la question à Gracien Bakoko. Oui, vous savez, c'est un peu dérangeant d'entendre que les gens s'interrogent sur la qualité de cet examen, puisque M. Lukman l'a mentionné tout à l'heure. C'est un peu comme s'il y a de la mauvaise foi dans cette interrogation. Moi, je vais quand même mettre l'accent sur certaines réalités. Je vous donne l'exemple d'une commune, puisque M. Lukman a commencé par énumérer un certain nombre de choses. Quand vous prenez par exemple la commune de Savalou, il y a une association de développement communal qui a mobiliser beaucoup de moyens financiers pour organiser des travaux dirigés à l'intention des candidats
aux différents examens dans toute la commune. Ça fait un. Et dans la même commune, il y a une ONG, d'accord, qui s'est engagée, toujours dans le but d'améliorer les performances des élèves dans le cadre des différents examens nationaux, d'accord, s'est engagée à payer les frais de scolarité à tous les candidats au BPC et au bac de toute la commune. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Ce sont des facteurs qui ont contribué à ce que nous ayons aujourd'hui ce taux qu'on est en train de célébrer. Maintenant, depuis l'avènement du régime de la rupture, nous sommes témoins que des réformes majeures ont été effectuées. Quand je vous donne l'exemple du Conseil national de l'éducation qui a été rénové, mis en place, quand vous allez visiter les différents efforts qui sont consentis au niveau de ce conseil-là, vous pouvez déjà présager que là, le système éducatif béninois est en train de prendre petit à petit de l'envol. Maintenant, on peut s'interroger. On peut s'interroger effectivement, est-ce que le fort taux est un signal que nous sommes en présence d'un système éducatif de qualité. Quand on se souvient que dans la rhétorique habituelle, on dit que par le passé, les Béninois étaient plus bien formés et que le système ne permet pas d'avoir de Béninois bien formés aujourd'hui, on peut s'interroger que lorsqu'on prend par exemple le bac de l'année 1983 qui s'est soldé par un taux de 8,13% et qu'en ce moment-là, on disait que les Béninois étaient bien formés, est-ce qu'aujourd'hui, avoir 73,02%, d'accord, est un critère objectif, ce fort taux est un critère objectif pour conclure que nous sommes en présence de système éducatif fiable? La question se pose. Et il va falloir, puisque nous n'avons pas l'habitude dans les États de l'Afrique à documenter les efforts. Il va falloir qu'une structure comme le CNE puisse quand même investiguer. Nous avons des sociologues dans le pays, on a des statisticiens, que les gens aillent fouiller, mener des investigations avant le démarrage de la prochaine rentrée scolaire pour sortir quand même des statistiques claires, pour prouver que voilà les facteurs qui ont milité en faveur de ce fort taux-là, et voilà les éléments qui ont fait que nous ne sommes pas allés jusqu'à 100%, puisque mon aîné à gauche a mentionné le fait que c'est possible d'aller à 100%. Ce n'est pas interdit. Dans les États comme la France, le Canada, on voit des taux plus élevés qui sont au-delà même de 73,2% que nous avons aujourd'hui. Donc ce qui est sûr, c'est que ce résultat que nous avons, ce taux que nous avons, c'est beaucoup de réformes, c'est vraiment beaucoup de réformes, et même au niveau de la DOB. Vous savez qu'avant, les gens pouvaient ne pas avoir le CEP, ils pouvaient ne pas avoir le BPC, et ils iront se présenter au bac. Ça voudra dire quoi? Quelqu'un qui n'a pas pu avoir le CEP, et qui n'a pas pu avoir le BPC, et qui va se présenter au bac, on peut douter un peu des atouts que la personne a. Mais tout ce lot-là faisait gonfler l'effectif de ceux qui échouaient aux examens. Aujourd'hui, on a constaté qu'il y a une sorte de tamis qui est placé et que tous ces dossiers-là ont été enlevés. Des gens qui déposaient, comment on appelle, des dossiers avec des pièces traficotées, des fillettes qui ont été vraiment obtenues par des moyens peu orthodoxes. Tout cela a été vraiment organisé et régularisé ces dernières années. Je pense que ce sont quand même des éléments qui ont pu quand même favoriser l'évolution de ce taux-là. Le cœur de votre développement m'intéresse et je veux le traduire en question pour Jules-Léandre Kitty. Ce taux élevé de réussite sur toutes les lèvres est-il synonyme d'une amélioration de la qualité des diplômes, surtout du diplôme du baccalauréat, d'autant plus qu'on a eu des taux faibles et on estime que voilà, ce faible taux est la marque même de la qualité du diplôme béninois. Bon, là, vous posez une question qui a d'autres petites questions sous-jacentes. Il y a d'abord, parlant de la qualité du diplôme, lorsqu'on parle de qualité du diplôme, c'est d'abord le facteur de fiabilité qui prime. C'est-à-dire, est-ce que le processus qui permet d'évaluation, le processus d'évaluation qui permet de délivrer le diplôme à celui qui réussit à l'examen, ensuite, les personnes qui délivrent ces diplômes-là, est-ce que ce sont les personnes habilitées à le faire? D'accord? Est-ce qu'on a en place un système qui empêche la falsification des diplômes? Et après, donc pour rester proche du sujet de cette émission, est-ce que les personnes qui ont été déclarées éligibles à l'obtention de ces diplômes-là ont vraiment le niveau? Je voudrais dire que oui, avec beaucoup d'assurance, sans risque de se tromper, que avec les réformes qui sont engagées par le régime du président Patrice Talon sur ces 10 années-là, eh bien, vous pouvez convenir avec moi que c'est plus difficile
pour les gens, pour ne pas dire c'est devenu impossible, pour être raisonnable, c'est plus difficile, extrêmement difficile, de manipuler ce processus-là. Vous avez constaté que les niveaux d'évaluation et de vérification pour en arriver à la validation même des diplômes et de ceux qui doivent les obtenir, ces niveaux ont été multipliés, raffinés, voire sophistiqués. Lorsqu'on a parlé, Mme a parlé du Conseil national de l'éducation, par exemple, mais un ministre de l'éducation dans notre pays aujourd'hui ne peut pas se permettre tout ce qu'il veut. D'accord? Et un directeur départemental ne peut pas organiser ce qu'il veut. La direction des examens et concours, l'office du baccalauréat ne peut pas organiser ce qu'il veut. Tout le monde est surveillé. Et vous allez constater que c'est un régime qui a dans son style cette habitude de maintenir au poste des gens qui, en plus d'être qualifiés pour faire le boulot, produisent le bon résultat. Observez l'office du bac. Il a suffi qu'on ait constaté que l'équipe qui est là produit du travail et donc on capitalise l'expérience. Ça amène certaines personnes à dire, mais pourquoi est-ce que c'est eux seuls qui sont intelligents? Je réponds à ces personnes-là, oui, tout le monde veut être à des postes donnés, mais est-ce que fondamentalement c'est d'abord une question de partage de postes? D'accord? Ce n'est pas ça, c'est d'avoir le résultat. Celui qui est là, qui donne le résultat, mais tout compte fait, s'il n'est pas fatigué physiquement, intellectuellement, un jour, le moment arrivera pour qu'il aille à la retraite. S'il fait des défaillances de la même manière, observez que c'est encore ce régime qui, même si vous donnez de bons résultats, si un jour vous commettez une faute lourde, grave, on vous saute la minute d'après. Donc, ça veut dire qu'il y a un système de contrôle qui est très important. Vous avez vu un facteur de motivation qui peut m'amener, moi, à penser que oui, on peut présager de ce qu'avec cette augmentation de taux, il y a des enfants qui ont été bien formés. Tout ce que j'ai cité tout à l'heure comme facteur laisse présager, sous réserve des investigations, des enquêtes, des études qui vont être faites pour sortir les statistiques, que les enfants sont mieux formés qu'hier par rapport au programme, au système éducatif, au curricula de formation. Parce que ça, c'est encore une autre question. Des gens qui ont été formés il y a 50 ans, 30 ans derrière, peuvent dire par rapport au programme scolaire qui existait en ce moment, ils étaient performants. Mais si je peux avoir des réserves sur le programme, le système éducatif actuel, le programme scolaire actuel, oui. Mais au regard de ce programme en vigueur, je peux dire, ces enfants-là qui sont déclarés admis, ils sont compétents. D'accord? Ils sont compétents parce que les enjeux ne sont plus les mêmes. Vous n'aviez pas des questions comme l'intelligence artificielle qui frappe dangereusement à la porte de l'éducation avant. Vous n'aviez pas l'ordinateur qui était si introduit dans l'éducation. Vous n'aviez pas des enfants qui avaient un marché de travail devant eux là, dont ils sont informés directement sur les réseaux sociaux pour savoir que telle filière, ça ne donne plus. Et donc, on a adapté l'orientation à cela. Observez également, je parlais de facteurs de motivation qui doit avoir concouru à ce que, avec beaucoup de sérénité, les candidats puissent bien préparer leur examen. Avant, mais pendant que moi j'étais au collège, quand les examens approchaient, le bac, il y avait une psychose que une bonne frange des candidats vivaient. Les candidats dont les parents n'avaient pas réussi à solder les frais de scolarité craignaient qu'on confisque leur convocation. Et ça arrivait. Vous aviez des candidats qui vivaient ça jusqu'à la veille de l'examen. Aujourd'hui, c'est interdit. Et même dans les classes intermédiaires, c'est interdit jusqu'à pratiquement à la maternelle que si les enfants sont en composition, eh bien, impossible dans le secteur public comme le privé de renvoyer ces enfants pour les frais de scolarité. C'est très important pour un système éducatif, pour être performant, pour que ceux qui obtiennent ces diplômes-là soient vraiment crédibles. Je voudrais dire enfin qu'il y a une catégorie d'enseignants qui a été en griffe, je parle de la catégorie, je ne parle pas des hommes, enseignants ou des femmes, tués par les réformes et qui me réjouit. J'en ai connu pendant que j'étais au collège et je suis sûr que ceux qui sont ici, il y avait des professeurs qui, lorsque leur cours venait de suivre leur cours là, tout le monde devient comme des enfants de 5 ans quand papa vient à la maison.
Je connaissais des enseignants qui disaient, mais dans moi, ma matière, avant même une interrogation, avant même un examen, on dit, je ne veux pas plus de 5 personnes sur 60 ou 80 qui puissent avoir la moyenne. Vous voyez? Oui. Vous voyez le mythe du bac C, par exemple, qui a été vendu à beaucoup de personnes. Combien de jeunes béninois n'ont pas été déroutés parce qu'on leur a montré que le bac C, c'est vraiment, c'est tellement difficile. Ils ont eu le meilleur taux cette année. Hein. Ah, oui, alors qu'il suffisait que chaque enseignant venu en classe décide d'enseigner pour son premier cours la philosophie de la matière qu'il veut enseigner. Oui. Et ce à quoi ça va leur servir. Parce qu'il n'y a pas des têtes qui sont des enfants qui sont nés tarés, qui ne puissent pas faire ce qu'on leur apprend, restituer ou acquérir des aptitudes pour être de bons cadres demain. Et enfin, les activités d'orientation qui sont organisées avant le bac et après le bac, tout cela est réformé aujourd'hui. Vous savez, c'était dans tous les milieux, chacun venait orienter les enfants. Là, vous aurez une seconde prise de parole parce que ça commence par être long. J'aimerais juste appuyer la démystification de Anne Griffe de l'enseignant. On a démystification avec démocratisation, parce qu'aujourd'hui, l'école devient un endroit, un lieu, la salle de classe devient un lieu de donner et de recevoir. L'enseignant envoie davantage l'enfant aller faire des recherches, et c'est lorsque l'enfant revient qu'on discute autour de ces recherches-là. Ouais. On a parlé aujourd'hui de l'informatique. La plupart des enfants aujourd'hui savent que avec leur portable, avec les tablettes des parents, quand ils veulent comprendre une matière en histoire, géo, même en philosophie, même en mathématiques, ils peuvent aller sur des plateformes beaucoup plus saines pour aller comprendre cela. Je pense que ça a été très important, ça a été un levier très très important. L'autre chose que nous ne voyons pas aussi, monsieur qui tient à parler de la psychose à la veille des examens. Il y a une psychose aussi dans laquelle les parents ne sont plus rentrés. C'est la publicité à outrance sur les aides-mémoires, les allumettes. Donc, à un moment donné, vous voyez, c'est un certain nombre de leviers, beaucoup de coups qui étaient à la paix, tout le monde venait à la radio, à la télévision, vanter ses pouvoirs. Vous avez vécu le phénomène du stylo magique. Voilà. Le stylo avec lequel on devait écrire, il fallait le cacher. Il fallait le cacher. Amener un enfant à penser que c'est le stylo qui va faire le boulot. Donc, je pense qu'il y a un certain nombre de leviers, comme on l'a dit tout à l'heure, il revient aujourd'hui au Conseil national de l'éducation, tous les acteurs du système éducatif, de documenter, de mieux questionner ces chiffres pour qu'on puisse voir quels sont les facteurs sociologiques, les facteurs politiques et même qui ont favorisé vraiment ces résultats-là. Et comme je l'ai dit, je reviens vers vous, madame, pour vous dire que le taux de réussite à un examen ne détermine pas la qualité de l'examen ou ne détermine pas la qualité du système éducatif. Il y a beaucoup d'autres facteurs. Le taux n'est pas un facteur important. C'est la qualité des acteurs, l'environnement dans lequel nous sommes. Et qui vous souviennent, il y a quelques semaines, nous sommes venus parler ici, lorsqu'on a parlé de l'école béninoise, on a parlé de cette mesure du gouvernement qui a lancé le projet de réflexion des salles de classe. Donc vous voyez un peu, c'est peut-être c'est des facteurs qui vont faire que peut-être l'année prochaine on pas 90%. Non, on souhaite que le chiffre soit maintenu et que le chiffre puisse gros parce que les enfants vont se retrouver dans les meilleures conditions. Alors, aussi. Les enseignants vont être dans les meilleures conditions. Dans ce taux-là, il y a quand même des disparités. Vous qui indexez tout à l'heure les réformes, les statistiques ne sont pas forcément les mêmes dans tous les départements du pays. Pourtant, ces réformes que vous avez saluées ont été appliquées à tout le corps enseignant. Comment vous l'expliquez? Oui, non, il y a des éléments, des facteurs sociologiques qui peuvent venir. Quand vous venez, par exemple, dans le département du littoral, il y a toute une autre pression sociale qu'un élève peut vivre, qui peut être un couteau à double tranchant par rapport à un élève qui est dans un autre département où il n'y a pas toute cette pression sociale. On ne peut pas avoir forcément les mêmes taux au niveau de chaque département. Mais l'exemple qui a été donné tout à l'heure témoigne davantage que vous voyez lorsqu'on a ces taux-là. On compare déjà les taux au niveau de chaque département et les autorités communales, les autorités départementales au niveau de ces départements comprennent qu'ils ont un défi à relever. Personne ne veut que son département soit le dernier.
Aucun maire ne veut que sa commune soit la commune ayant le plus faible taux de résultat, ce qui fait que l'ensemble des acteurs se mettent ensemble, que ce soit au niveau de la société civile, des acteurs politiques, les acteurs à divers niveaux, se mettent ensemble pour accompagner les populations, les communautés à pouvoir donner de bons résultats. C'est vrai qu'il y a forcément des départements avec un certain nombre de problèmes. Par exemple, je vois un peu les départements dans lesquels il y a des problèmes criards d'insécurité liés au terrorisme où des gens sont obligés de se déplacer. Je vois d'autres départements où il y a beaucoup d'autres facteurs qui pourront agir. C'est pour ça qu'il dit il faut forcément aller voir au niveau de ces facteurs, au niveau de chaque département, quels sont les facteurs qui ont vraiment agi sur ça. Ce que j'attends de voir aussi, c'est taux en termes d'équilibre entre les sexes, pour voir un peu comment est-ce que de plus en plus les jeunes filles réussissent à ces examens-là, parce que vous n'êtes pas sans savoir aussi qu'au niveau des réformes, au niveau des initiatives qui ont été prises depuis 2016, il y a un certain nombre d'initiatives qui ont été prises pour accompagner les jeunes filles, le maintien à l'école, les accompagner à travers le projet Souaide, à travers l'orientation pédagogique de ces jeunes filles vers des filières techniques, dans des filières techniques comme les filières de maths, scientifiques, où on les accompagne. On attend de voir un peu, il faut vraiment qu'au-delà des 73%, nous allons vraiment à l'intérieur de ces chiffres, questionner un certain nombre de choses, ce qui va permettre aussi de jeter des perspectives pour voir pour les années universitaires à venir, vers quelle filière, vers quelle faculté il faut mettre beaucoup plus de ressources, beaucoup plus d'efforts pour accompagner les élèves, les nouveaux bacheliers. Et vous me tendez la pêche pour poser cette question. Ce boom ou ce flux ira se rajouter quand même à la masse déjà dans les universités. Est-ce qu'on s'est préparé à ça, Gratien Makoko? Oui, bon, vous savez, celui qui est admis au bac a le droit de faire l'université de son choix. Donc, c'est un droit. On ne peut pas dire aujourd'hui qu'il y a un effectif pléthorique dans telle ou telle université et cela est une raison suffisante pour décourager le fait que les gens aient l'envie d'aller à l'université. Ce qui est là, c'est que les services techniques, les services habilités à prendre les dispositions nécessaires afin d'accueillir ce nombre, ces services-là sont, je suis sûr, à pied d'œuvre déjà. Parce que l'université, il n'y a pas une seule université au Bénin, il n'y a pas une seule formation au Bénin. D'accord, ce nombre, on ne devrait... Parce qu'avant, il y a monsieur Kitty qui avait mentionné un fait, le fait que l'on dise que bon, parce qu'on veut tel nombre d'étudiants à l'université. C'est peut-être des choses subjectives qui se faisaient, on n'a pas de preuves, mais ça se distillait un peu dans l'opinion. Aujourd'hui, nous sommes en présence de 73,02% de candidats admissibles. Là, on s'apprête, ou l'État s'apprête quand même à les accueillir dans de meilleures conditions. Maintenant, s'il y a des responsabilités supplémentaires à assumer, l'État va prendre les dispositions nécessaires pour accueillir tous ces étudiants-là dans les universités du Bénin. C'est vrai que tous ces étudiants n'iront pas forcément dans les mêmes universités. Certains vont voyager, mais Julien Kitty, les universités sont-elles prêtes à accueillir ce nombre? Bon, j'ai envie de vous choquer, les universités ne seront jamais suffisamment prêtes avant la fin du monde. Parce que, vous voyez, le système éducatif même connaît des mutations. Les enjeux liés au secteur de l'éducation ne sont pas les mêmes. Au même moment, il n'y a pas un quinquennat où on dit, bon, maintenant on cesse de produire des bacheliers. Et on ne va pas non plus, parce qu'on produit beaucoup de bacheliers cette année, demander à ceux qui sont en première année d'université qui passent en deuxième année, là, on va pas leur sauter les niveaux pour leur dire, ben, allez, partez vite, niveau master, devenez des doctorants. Non, on va pas non plus les chasser de l'université. On n'a même pas le droit de chasser quelqu'un qui a échoué une fois à un niveau donné à l'université. Parce que d'autres viennent, c'est pas une affaire de pousse-toi pour que je m'y mette. Mais il faut bien, et là se trouve la pertinence de votre question, il faut bien que le système universitaire, du point de vue infrastructure, du point de vue effectif du corps enseignant, du point de vue de la qualité du corps enseignant, en accord ou en harmonie avec les orientations stratégiques du gouvernement, qui ne seront pas des dictatures, des incantations où on dit, ce que je disais, même à l'université, ça se faisait, il y avait des professeurs au département de MP, PC, qui disaient, non, mais, et même dans les facultés, même littéraires, un professeur pouvait dire, ben écoutez, c'est tel nombre qu'on va avoir. Comme si tout le monde travaillait, on allait quand même s'arranger pour faire échouer les enfants. À l'université, je pense qu'il faut faire des évaluations au cours déjà de l'année.
où cette année-là, maintenant, il faut déjà faire très tôt les évaluations. C'est pas dans les vacances qu'il faut les faire. C'est pour savoir. L'université, c'est parce qu'on a fait des études que finalement, on a cessé d'avoir une seule université, l'Université nationale du Bénin. Et c'est devenu l'Université d'Abomey-Calavi et on a l'Université de Parakou. Mais est-ce que nous sommes encore à l'étape où il faut avoir ces quelques 2-3 universités sérieuses? Parce qu'il ne faut pas non plus faire comme l'ancien régime l'a fait, où chaque commune, là, on décrétait, on faisait pause de première pierre pour décréter qu'on a une université agricole dans toutes les brousses. Non, ce n'est pas ça. Mais ces infrastructures, il faut aller interroger les programmations de l'État, le planning de l'État pour dire, voici dans le budget de l'État, voilà ce que nous voulons investir dans les infrastructures. Cela va déterminer aussi l'effort d'orientation qu'il faut faire au niveau des enfants. Il y a peut-être des spécialistes qui sont capables de vous dire, de ces 73,02% là, la part qui revient aux séries littéraires par exemple, il ne faut pas les mettre ensemble pour faire les orientations. Il faut prendre ces personnes-là à part et leur dire, voici ce qui s'offre à vous. Voici la preuve que le fait pour vous, avec même votre bac, de vous inscrire parallèlement ou de faire telle formation pratique qui vous permet d'être très vite à l'abri du besoin, parce que vous gagnez de l'argent, ça ne vous empêche pas de vivre le bonheur d'avoir des diplômes universitaires. Parce qu'il y avait ce mythe-là aussi qui amenait des gens à aller à l'université. Quelqu'un qui a le bac, qui s'arrête là, et qui va faire une formation pratique quelque part, qui lui permet de vivre et d'impacter positivement sa société, mais parce que lui n'était pas allé faire licence, maîtrise, au même titre que son ami qui n'a pas fait de formation pratique, qui souffre, qui n'arrive pas à avoir les moyens parce qu'il n'est pas consommable sur le marché de l'emploi, mais qui a un DEA, lorsque les deux se voient, même si l'autre a plus de moyens, c'est plus réalisé, eh bien celui qui a le DEA, la société le regarde comme le Akawé et l'autre ne l'est pas. Et on avait tendance même à dire à celui qui a eu le bac et qui allait faire autre chose, qu'il a gaspillé son bac. Donc, il faut qu'on descende de notre mind cette idée de Akawé où c'est quand vous alignez les diplômes de façon linéaire comme ça, sans être capable, sans vous souvenir de ce que vous commencez par avoir 22 ans, 23 ans, 24 ans, 25 ans, vous allez à 30 ans et que la société, même votre famille, commence par avoir besoin de vous en termes de contribution. Donc, je pense que les universités ont à discuter avec l'État central pour dire quels sont les moyens qui sont disponibles. Mieux que ces universités puissent dire à l'État, voici prioritairement ce dans quoi vous pouvez investir l'argent, le peu qu'on a, pour que nous puissions accueillir convenablement ces personnes qui sont là. Et j'en aurais fini en disant que être prêt ou être prête pour ces universités-là, c'est également les doter ou dire clairement à l'État ce dont il faut être doté en termes de technologie aujourd'hui. Ce n'est plus normal. Vous avez des étudiants, hein, moi je vous fais la confidence, chez un garçon qui est inscrit en droit, même pas l'État orienté vers là, dit mais je veux faire intelligence artificielle dans une université privée. Et le gars, tu ne peux pas le convaincre du contraire, donc je dis, tu as obligation de suivre également tes études de droit. Mais le moment viendra où maîtriser l'intelligence artificielle ne sera pas un métier. Ce sera vous savez, dans ce pays, il y a eu des gens pour dire opératrice de saisie, c'est un métier. Alors que tous les enfants aujourd'hui qui vont à l'école, normalement, du primaire jusqu'à l'université, doivent savoir saisir des tests, doivent savoir s'habituer à l'ordinateur. Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle, j'ai écrit la fois dernière sur les réseaux sociaux, il faut utiliser l'intelligence artificielle avec intelligence pour que l'IA n'abêtisse pas votre intelligence. J'ai vu des jeunes, certains qui m'ont attaqué, mais j'ai dit non, la tête de l'homme ne sera jamais totalement remplacée par l'intelligence artificielle, ce qui fait qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui comprennent qui comprennent mal cette affaire, et les universités privées aussi, certaines qui font un type de publicité qui donne l'impression qu'un enfant peut ne pas être cultivé, il peut mal parler la langue française, la langue du travail, ne pas maîtriser correctement, ne pas avoir une grande culture générale, et puis il suffit qu'il sache comme un robot
maîtriser les machines et puis c'est bon. Non. Donc, préparation des universités, Oui. c'est beaucoup de choses. Ce n'est pas que les infrastructures, ce n'est pas que l'enseignant, ce n'est pas que les autorités, c'est également la technologie. On ne peut plus avoir des bibliothèques ou poussiéreuses où c'est des livres qu'on traîne dans de gros sacs, alors qu'aujourd'hui, on a des universités numériques et des bibliothèques numériques un peu partout auxquelles on peut accéder. Là, vous voyez très loin. Lukman Kité, pardon. Parce que M. Kité a Lukman Tijani. Je pense qu'il y a des réformes que nous devons continuer par faire dans le secteur Là, le défi universitaire. reste la réorientation ou l'orientation, si vous préférez, pour pouvoir consommer cette masse-là. Non, la consommation de cette masse ne devrait pas poser problème parce qu'il n'y a pas seulement les universités publiques. Il y a des universités privées et vous voyez aujourd'hui tout ce qui est fait aujourd'hui pour améliorer la qualité et la fiabilité de l'enseignement et des diplômes qui sont donnés aussi au niveau de ces universités privées. Il revient aussi à l'État de comprendre que ces universités privées ne sont pas des concurrents ou ne sont pas des concurrents à l'université publique, mais qui viennent aussi accompagner l'université publique. Parce que dans nos universités publiques aujourd'hui, nous n'avons pas toutes les filières. Nous n'avons pas les capacités aujourd'hui de recueillir des enfants qui veulent s'orienter vers ce qu'ils estiment pour eux être des filières innovantes, des filières porteuses d'avenir. Donc, il faut forcément s'appuyer aussi sur ces écoles privées, sur ces universités privées, quitte à ce que cela, plus d'une manière ou d'une autre, absorber cette masse-là. Le grand défi aussi au niveau des écoles privées, c'est la question d'accessibilité financière. Vous savez, l'éducation aujourd'hui a un coût. C'est vrai qu'au niveau de l'université d'Abomey-Calavi, on est plus ou moins dans le social, on est un peu plus bas. Mais dans les universités privées, il y a un coût. Mais comment est-ce que l'État fait aujourd'hui pour accompagner cette masse d'étudiants qui ne trouvent pas forcément les filières vers lesquelles ils veulent aller dans les universités publiques, mais qui les trouvent dans les universités privées? Quel est le mécanisme que nous mettons en place pour accompagner? C'est là où on dit aujourd'hui, l'enseignement, c'est l'investissement. Est-ce qu'il faut aujourd'hui que nous allons vers l'investissement dans la formation de nos étudiants? Il faut se dire, nous mettons de l'argent dedans, nous les formons pour que demain ils puissent être en mesure de produire de la richesse, qui peut être en mesure d'être exploitable sur le marché et conclure notre dynamique. On vient de finir avec la loi sur la prospection Bénin 2060. C'est sur ces acteurs-là, c'est sur ces éléments en matière de perspective qu'il faut aller. Il faut investir aujourd'hui. Dans d'autres pays, on investit dans l'étudiant. On donne les moyens à l'étudiant. C'est pas un acteur politique qui est à la retraite qui déciderait peut-être de donner un ordinateur à chaque étudiant. Mais c'est l'État qui décide à un moment donné de dire voilà le paquet minimum dont un étudiant a besoin dans son cursus éducatif et on investit dedans en disant nous mettons tel dollar, nous mettons tel millier de francs. Lorsque celui-ci devient exploitable sur le marché de l'emploi, nous mettons en place des mécanismes pour pouvoir récupérer ce que nous avons investi, quitte à ce qu'on le mette. C'est des mécanismes d'investissement qu'il faut mettre en place. Et au niveau de nos universités publiques, il faut d'une manière ou d'une autre continuer par travailler sur les infrastructures, les amphithéâtres, les bibliothèques. Surtout les infrastructures parce que... Oui, les infrastructures, les bibliothèques et tout ce qu'il y a aussi comme tout ce qu'il y a comme aspects sociaux au niveau de l'université publique. Le transport des étudiants, la cantine des étudiants, c'est très important. Même dans les pays les plus développés, les pays occidentaux, où les gens sont à un niveau de vie très élevé, il y a toujours ces dispositifs qui sont mis en place pour les étudiants, les bus, les cantines, les bibliothèques, des activités sociales. Un joueur à l'inscription d'achat des tickets pour aller au restaurant à l'université en ligne. Voilà. Que ça va, parce que le phénomène des longues files d'attente. Donc, sortez à 14h, vous faites 1 heure dans les rangs et vous arrivez devant la bonne dame qui doit servir la nourriture. Elle vous dit, bon, c'est fini. Vous la douleur du soir. La douleur de l'étudiant. Donc, je pense que c'est vrai que le président Patrice Talon est à la fin de son dernier mandat, comme il le dit lui-même, mais je pense que nous sommes sur une pente irréversible et que dans la continuité, nous allons prendre à cœur la question de l'école,
la question du système éducatif, quitte à ce que ceux qui viennent d'avoir le bac ne puissent pas être laissés à leur sort, que ce soit dans les universités publiques, dans les universités privées, et qu'ils auront un système d'orientation adapté à leur niveau, à leurs compétences et à leur vision pour l'avenir. Justement, l'orientation est sur toutes les lèvres concernant ce taux de réussite. Comment on fait pour que ces enfants puissent suivre le bon cursus afin qu'après la licence, ils puissent être effectivement sur le marché de l'emploi, en même temps recrutable, si je peux le dire comme ça. Juste 30 secondes. La plupart de ces étudiants ne pensaient pas qu'ils ont un cerveau, qu'ils ont une feuille vierge aujourd'hui sur ce qu'ils veulent être. La plupart de ces élèves ils ont des rêves, ils ont des visions. Oui, mais on rêve maintenant c'est de les accompagner. Oui, mais il faut les accompagner, c'est pas forcément de les détourner de leurs rêves-là, mais d'où revient la question de l'orientation. Comment est-ce qu'on fait l'orientation pour ne pas forcément détourner? Oui, Gracia Makoko, vous avez la parole. Bon, je vais dire deux choses. La première, c'est que tous les étudiants, les candidats admissibles au bac ne sont pas tous tenus de s'inscrire dans une université. C'est déjà un premier choix. Maintenant, pour ceux qui ont fait le choix d'entrer dans les universités publiques ou privées, il faut retenir tout de suite que c'est un devoir constitutionnel pour l'État d'assurer l'éducation de ceux-là au niveau même universitaire. Et on constate que l'État a commencé par faire des efforts. Déjà, au niveau du secteur privé, on a constaté que ce gouvernement-là a mis en place des mécanismes afin de procéder à des filtres au niveau des universités privées toujours dans le but d'avoir la qualité. Maintenant, ce qu'on ne sait pas, c'est que déjà, le Conseil national de l'éducation, avec tous les ministères sectoriels, sont dans des réflexions. Il y a même une commission qui a été mise en place dans le but de procéder à la révision des curricula de formation au niveau des étudiants. Oui. L'objectif est d'arriver quand même à joindre, à actualiser les formations au niveau des différents départements, au niveau des différentes facultés. Donc ça, c'est déjà des réformes qui sont en cours actuellement. Et ce que les gens ne savent pas suffisamment, c'est qu'il y a aussi possible, là je parle à ceux qui n'ont pas pu avoir leur bac, il est possible de faire l'université sans avoir le bac. Les mécanismes existent. Il est même possible d'opter pour des formations spécifiques sans même être étudiant comme les autres. Donc il y a tellement d'options, tellement de possibilités. L'essentiel, c'est qu'il y a un élément important qui est d'ordre subjectif, ça concerne les étudiants eux-mêmes. Il faut la conscience. Il faut la conscience parce que vous posez la question de comment on fait pour qu'au bout du rouleau, après une licence, les étudiants ne se retrouvent pas dans les rues, dans les cabines à faire le mani. Ça va dépendre également parce qu'on interpelle toujours la responsabilité de l'État. L'État fournit des efforts, ça reste à faire 7, mais il y a également une question de conscience personnelle. Donc nous invitons à travers ce plateau quand même tous ces étudiants, ces futurs étudiants-là à entrer dans les universités avec une conscience forte, savoir qu'ils sont là avant tout pour travailler. Ils ne sont pas là pour les grèves intempestives, ils ne sont pas là pour des mouvements qui ne sont pas en accord avec leur rêve professionnel. Ils sont là pour se concentrer. Un enseignant l'a dit une fois et je voudrais le citer, l'étudiant c'est celui qui étudie. Et lorsqu'on se comporte de cette manière-là, au bout du rouleau, on a non seulement son diplôme, mais ensuite on est bien formé. Parce que ça ne sert à rien d'avoir le diplôme également et ne pas en avoir les compétences requises. Le défi, Julien Kiti, on fait le dernier tour de table là-dessus, c'est de pouvoir voir ceux de ce système, en tout cas ceux que vous avez estimés les bacheliers de la réforme, finir et être directement employables. Et c'est là où l'orientation va insister là-dessus. Oui, et je voudrais tout de suite dire que dans les séances d'orientation, dans tout ce qui va se faire comme batterie de stratégie de communication pour orienter les jeunes bacheliers, il faut faire presque dans ce qu'on appelle terre à terre la politique du bâton et de la carotte. Il faut les motiver. Il leur dit oui, vous êtes compétents, vous êtes méritants, vous êtes habilités à faire l'université, vous êtes les cadres de demain. Ça les gonfle davantage. Mais il faut le dire en même temps, comme le dit mon ami là, il faut la conscience et dans la conscience, il y a l'attachement véritablement à ce pourquoi vous êtes là. Il faut se définir ses objectifs. Et il ne faut pas être en mode mytho-aimé. Il ne faut pas être dit l'essentiel, c'est que moi aussi j'ai la licence. Ça ne servira à rien. C'est là où intervient ce qui peut représenter le bâton. C'est-à-dire il faut leur montrer les statistiques. Et dire voici l'année dernière ou voici il y a 3 ans, le nombre de milliers de jeunes comme toi qui ont eu le bac
au bout du rouleau, combien ont eu la licence et combien l'État a pu prendre, combien le secteur privé a pu absorber. Parce que ces statistiques-là, on peut les sortir. Parce qu'il ne faut pas attendre non plus qu'il y ait des problèmes avant de lancer ce genre d'études. Et on peut demander, également, un État peut demander aux partenaires techniques et financiers réorienter nos besoins. Ce n'est pas seulement dans le matériel qu'il faut investir. Il faut dire nous avons besoin qu'on nous réalise régulièrement des études dans ce domaine-là. Et quand on affiche ce tableau à l'enfant qui vient d'avoir le bac, il sait que, bon, une chose a été d'avoir le bac, peut-être que je n'étais pas très dense en classe, mais les 2-3 jours de composition, j'ai été lucide. On a aussi ce phénomène de dire, ah, c'est ce que j'ai appris là qui est sorti. Si vous-même, quand vous finissez de dire que c'est ce que vous avez appris qui est sorti, pensez en même temps que la forte dose de cours ou de compétences que vous n'avez pas, vous ne vous êtes pas employé à apprendre, c'est que tout ça, vous en avez besoin dans la vie active. Et si le processus de restructuration ou de reprise des curricula de formation réussit à produire l'adéquation avec les besoins du marché, ça veut dire que pendant qu'on sera en train d'augmenter ou de réussir des taux plus élevés de réussite au bac, on aura des curricula de formation comme des moules dans lesquels ces jeunes bacheliers iront tomber et qu'ils le veuillent ou pas, au bout du rouleau, ils seront tout au moins recrutables. Et quand on dit recrutables, ils doivent prendre ça encore comme un autre examen. C'est-à-dire, si vous êtes 100 à être recrutable et qu'on a 10 postes, ça veut dire que c'est les meilleurs parmi les 100 qui vont être pris. Parce que nous sommes aussi à l'ère des concours sans fraude. Vous voyez, c'est tout un ensemble. Si au bout du rouleau, les concours avec fraude continuaient, on allait dire, bon, je peux être mitoyen, mais je peux gratter les murs et puis c'est bon. Maintenant, au bout du rouleau, là, si tu as lézardé les murs pour avoir les notes et le jour de l'examen, tu as suffisamment prié, tu es suffisamment allé dans ton couvent ou bien dans ton église, ta mosquée, et que ça a marché, c'est que sur le marché du travail, tu ne seras pas recruté. Parce qu'il n'y aura pas de magie à faire à ce niveau et il n'y aura pas de tricherie. Donc, de ce point de vue, je pense qu'il y aura possibilité pour ces personnes-là, mais que ces enfants-là, excusez-moi, que ces jeunes étudiants comprennent que licence, master, même doctorat n'a de valeur que si vous portez ça réellement à travers ce que vous avez dans votre tête et ce que vous êtes capable de faire pour transformer votre environnement et pour être utile aux autres. Aujourd'hui, les gens gagnent de l'argent parce que, comme en affaires, les besoins qui se présentent à leur entourage, ils sont capables de résoudre ces problèmes-là, d'apporter solution à ça, et les gens leur donnent de l'argent. La vie d'aujourd'hui se réduit à ça, et il faut l'avoir en tête dès que vous rentrez à l'université. Et puisque c'est ma dernière prise de parole, franchement, au bout de beaucoup vont être surpris pour ceux qui discutent avec moi en aparté, pour dire, mais pourquoi je n'ai pas indexé ça? Que ceux qui se savent étudiants de nom, diplômés de nom, et qui ne sont pas capables de parler de ce qu'ils savent et de pouvoir démontrer qu'ils savent, il n'y a pas d'âge pour apprendre. Il y a trop d'étudiants aujourd'hui que vous prenez qui veulent même faire leur mémoire, et quand vous testez leur niveau de façon intrinsèque, en 10 minutes, il n'y a rien dedans. J'ai pas envie de dire la conclusion que... Non, je pose la question, moi je ne conclue pas. Non, je vous pose la question. Il n'y a rien dedans, c'est une question. Je préfère m'en tenir à votre conclusion parce que pour moi, ce serait plus dur et plus... Conclusion, moi je vous rappelle que je pose la question. Bon, la conclusion, c'est que vraiment, ça ne donne pas de la fierté. C'est pourquoi, comprenez ce qu'il dit Lukman, les taux de réussite, c'est bon, il faut les célébrer, mais quand on prend chaque élément, chaque étudiant, jeune étudiant, son background, qu'est-ce qu'il a aujourd'hui à apporter à ce qu'on veut lui apprendre, et pour qu'on fasse de lui quelqu'un d'utilisable à profit. À chacun de vous, on en a fini. Merci beaucoup, Lukman Tidjani, vous êtes acteur politique. Gracia Makoko et juriste et écrivain. Et vous, Julien Kitty, chroniqueur politique, merci pour vos analyses sur ce taux de réussite au bac qui interroge plus d'un. Vous avez dit qu'il faut célébrer, mais parfois aussi s'interroger, mais célébrer dans le sens où ce sont les réformes qui ont porté à ce taux. Maintenant,
maintenant, reste à voir ce qu'on fait de ces étudiants, surtout l'orientation post-bac. Mesdames et messieurs, ainsi pour enfin le débat de soir. Merci de nous avoir suivis. On vous retrouve demain avec le même plaisir. Le temps pour moi de vous rappeler que toutes nos productions restent disponibles sur nos plateformes numériques, notre site internet, le www.etelebénin.com, notre chaîne YouTube ETélé Bénin, notre application ETélé Bénin que vous pouvez télécharger, ETélé, avec vous, pour vous.